Je navigue en plein rêve. Interdit aux moins de 18 ans et pourtant voilà que j'entre dans la salle. Alors ici, pas de fauteuil, mais des chaises de réfectoire disposées sur un sol carrelé. Je m'assois et la dureté du plastique me rappelle que décidément tout ceci est bien réel. C'est moi, je suis bien là. C'est alors que j'entends le ronronnement mécanique du projecteur situé juste à quelques mètres derrière moi. On coupe la lumière, les murs décrépits de la pièce disparaissent et ne reste que l'éclat de l'écran. Décrépit? Nous sommes en 1986, un vendredi soir du mois de février, j'ai 15 ans et j'ai peine à réaliser ce que je vais enfin pouvoir vivre. Et j'ai tellement attendu que je croyais que ce moment n'allait jamais arriver. Le projecteur avale maintenant la pellicule et voilà que sur l'écran surgit le logo de la Warner Bros plongeant la salle dans le rouge. C'est parti pour une expérience aussi jouissive que troublante qui sera bien au-delà de tout ce que j'ai pu imaginer. Une séance assurément très spéciale. À peine 10 secondes et le film nous saute à la figure avec son titre qui déboule comme un coup de tonnerre. À ce roulement de tambour avec ses cuivres qui hurlent, direct j'étais sous pression. Oui, on sent que le film cherche à clouer le spectateur dans son fauteuil et vous allez voir, la séquence d'ouverture qui suit va le mettre KO. Et moi j'aimais bien le logo au début là, avec les deux éclairs. Allez, c'est parti. Alors après ce générique, première image forte du film tant elle pique notre curiosité. Dans la pénombre, l'entrée d'un bâtiment complètement délabré et ses lettres qui se détachent sur un ciel crépusculaire. Palais de justice. Et il y a le panneau stop devant là. Oui, un peu comme pour signifier que la justice a fini de s'exercer. Et qu'elle n'est plus que ruine et désolation. Stop. Vous vous rendez compte que c'est le bazar là? Vous partez comme des fanfarons sans planter le décor. On sait même pas de quoi vous parlez. Bah du film Mad Max. Bah peut-être, mais c'est pas n'importe quel film que t'as choisi. Ça c'est sûr. Bon bah t'as dit que tu rêvais d'aller le voir, mais je suis désolé, tu nous as même pas fait saliver. Prends le temps, expose. Et puis c'est pareil, raconte-nous comment t'es arrivé dans ce taudis là avec le papier peint qui se décolle des murs. Oui, t'as sans doute raison, ça mérite un peu de contexte tout ça. Alors je vais commencer par cette salle qui m'a fait rentrer malgré mon jeune âge. Eh bien en fait c'est une MJC, Maison des Jeunes et de la Culture, celle d'Annemasse. À cette époque, c'était assez génial, chaque année, début février, elle organisait une série de projections de films fantastiques pour faire écho à un festival très connu qui se déroulait à quelques kilomètres de là, un peu plus en altitude, celui d'Avoriaz. Ah oui, Avoriaz, c'était trop bien. Avoriaz, le festival qui a fait rêver toute une génération de passionnés du film de genre. C'est avec le tout premier film de Steven Spielberg, Duel, que cette station de ski des Alpes françaises inaugure la première édition de son festival. On est en 1973, coup de chance, grâce au succès de ce film, il acquiert instantanément une renommée internationale. Renommée qui ne fait qu'accroître en récompensant tour à tour des films qui deviennent des classiques du genre. Voyez un petit peu la collection. Un festival qui cultive par ailleurs sa différence avec une ambiance unique. Pas de tapis rouge et costard cravate. Non, dans ce décor enneigé, on croise des stars en bonnet et chaussures de ski et l'humeur est bon enfant. Dans les années 80, l'âge d'or du cinéma fantastique et de science-fiction, Avoriaz est le rendez-vous annuel pour les passionnés de cinéma. Son nom fait rêver tant il est synonyme de films cultes et de découvertes de grands réalisateurs. John Carpenter, Brian De Palma, James Cameron, Wes Craven, David Cronenberg et j'en passe. Mais en 1993, il tire sa révérence. Enfin, pas tout à fait puisqu'il a en réalité déménagé et se déroule aujourd'hui dans une autre ville, Gérardmer. Donc cette MJC transformait le temps d'une semaine deux de ces grandes salles polyvalentes en salles de cinéma. Alors c'était rudimentaire, pas confortable du tout, mais c'était juste incroyable d'avoir cette chance de revoir sur grand écran des films mythiques. Rendez-vous compte, la même semaine, vous pouviez aller voir Alien, The Thing et Mad Max. Et je rappelle juste qu'à cette époque, les DVD Blu-ray home cinéma, ça n'existait même pas. Et pour voir à la télé des films fantastiques récents, accroche-toi. Ok, je t'ai demandé de planter le décor, pas de nous faire un roman. Bon, mais par contre, je veux savoir, ce film Mad Max, il te faisait si envie que ça ?
Ah oui, carrément, ce film me passionnait, m'intriguait, et je bavais devant la moindre photo dans les magazines. Ah oui, j'adorais les découper. Le moindre petit article. Après, je les collais sur des feuilles. Et puis il y avait un engouement général pour ce film. Je faisais des petits trous. Il y avait une espèce d'aura qui l'entourait. Et je les mettais dans un classeur. Et puis un mythe s'était construit autour de lui. Et du coup, après, je pouvais tourner les pages. C'était quand même le film interdit pendant des années. Et je m'imaginais tout plein de scènes. Vendu et présenté comme méga violent. Avec des cascades et tout. Franchement, il y avait de quoi fantasmer autour. Et à la fin, j'avais quand même un gros classeur. Ça y est, c'est terminé là? Ben oui. Et vous avez pas l'impression de vous marcher dessus? Ah, par contre, des fois, je mélangeais avec le 2. Oh putain. Mais le 2 quoi? Bah, le deuxième. Oui, parce qu'il y a une suite. Ouais bon, d'accord, et alors? Bah, des fois, je savais pas trop si la photo, c'était le 1 ou c'était le 2. Oui, parce que le 2, j'avais pas vu non plus quand j'ai vu le 1. Par contre, le 3, et là, il n'y a plus de problème. Hein. Ah oui, le 3 était déjà sorti, par contre celui-là, je l'avais vu. Avec ses cheveux longs, là, on peut pas se bourrer. Hein. Oh putain, sérieux, vous tournez à quoi là? Attends, je vais t'éclaircir tout ça. Revenons à ce premier opus. Ah bah je préfère, au lieu d'écouter deux pingouins qui me parlent des suites alors qu'on n'a même pas vu le premier. Donc Mad Max, sorti en 1979. Enfin non, pas exactement. Enfin pas partout, pas en France. Enfin il aurait pu en 1980, mais non. Non mais vous faites exprès là, y en a pas un qui peut aligner deux phrases compréhensibles? C'est juste que pour ce film c'est un peu compliqué. Ouais, compliqué. Moi j'ai surtout l'impression que c'est l'anarchie là. Chacun veut dire son truc de son côté et au final c'est le bordel. Et je vous signale les copains, la maillot elle va pas prendre hein, si vous continuez comme ça. Bon, alors reprenons calmement. Mad Max, filmé fin 1977 avec un budget dérisoire de 350 000 $. À la tête du projet, deux Australiens et amis de longue date, George Miller et Byron Kennedy. Après plusieurs courts-métrages, c'est là leur premier long. Un an de montage et de post-production et le voilà prêt à sortir sur les écrans en 1979. Et c'est là que ça part en vrille. Mais complètement. Parce que Mad Max, il fait grincer des dents les comités de censure de tous les pays du monde. Pour eux, c'est purement et simplement une apologie de la violence. Du coup, interdiction aux mineurs et dans certains pays classés X, voire carrément interdit. Ah ouais, mais c'est violent à ce point-là? Ça fait pas dans la tendresse. Hein. Certaines scènes m'ont bien secoué, pour pas dire dérangé, et puis en tout cas, pendant tout le film, il règne une ambiance assez pesante. Ah, les motards, là, comment ils font peur. Et quand ils attaquent le gars et la fille, là, franchement... C'est dur, hein? Non, là c'est noir, tragique, sans concession, sans pitié pour le spectateur. Et oui, on peut dire qu'il est violent. Et on aura l'occasion d'en reparler. En attendant, revenons à cette histoire de censure et notamment à celle qui a sévi en France. Oui, le cas de la France est assez intéressant et vous allez voir plein d'ironie. Alors, on est en 1980 et il écope direct de la classification X. Alors ça veut dire que le film ne sortira que dans le circuit des salles pornographiques. À moins qu'on coupe toutes les scènes qui posent problème. Mais la Warner Bros, distributeur du film, ne cède pas au chantage et refuse de sortir le film dans ces conditions. L'ironie étant que qui triomphe au Festival du film fantastique d'Avoriaz en cette année 1980 en remportant le prix du jury? Eh bien, Mad Max. Exactement. Mais dommage, les spectateurs français ne pourront pas le voir et devront prendre leur mal en patience. Le temps passe. 1981, ce sont les élections. Gros changement au gouvernement français. La Warner retente alors sa chance auprès de la commission de censure en espérant que la sentence soit plus clémente. Encore du temps qui passe, et un beau jour, la bonne nouvelle arrive. Le film passe de la classification X à une interdiction au moins de 18 ans. Ainsi, les spectateurs français peuvent enfin le voir dans les salles de cinéma. Bon, alors avec toute cette histoire, on a fait un sacré bond dans le temps puisqu'on est là en 1982. Et à votre avis, qui gagne le Grand Prix du film fantastique d'Avoriaz cette année-là? Mad Max. Oui, mais le 2. Eh oui, le 2, parce qu'entre-temps, Mad Max, le premier, eh bien il a cartonné partout dans le monde. Enfin, là où il a pu sortir. Et quand je dis cartonné, c'est pas qu'un peu, c'est carrément le jackpot. Il accède ni plus ni moins au Guinness des records en tant que film le plus rentable de l'histoire du cinéma. Alors, fort de ce succès, George Miller et son ami producteur Byron Kennedy ont réalisé une suite, qui rafle donc le Grand Prix du Festival du film fantastique d'Avoriaz, et qui lui aussi fait un carton. Ce qui fait que ce premier Mad Max est sorti en France la même année que sa propre suite. Eh ben dis donc, sacré micmac avec ce film. Mais l'histoire n'est pas terminée, parce que qu'est-ce qui est sorti au cinéma? Eh ben c'est pas le film complet, c'est une version tronquée de plusieurs minutes. Il faut attendre encore un an supplémentaire pour qu'enfin les spectateurs français découvrent la version intégrale du film sur grand écran. Alors pour l'anecdote, cette sortie s'est faite à l'occasion de l'ouverture d'un festival. Et à votre avis, lequel? Eh ben, Avoriaz. Encore et toujours. Et devinez qui était le président du jury cette année 1983? Ah, Mad Max 3. Non, j'ai dit président du jury, je parlais pas d'un film.
Enfin bref, c'était pas très loin puisque c'était son réalisateur, George Miller. Décidément, une grande histoire d'amour entre Mad Max et le festival d'Avoriaz. Donc pour résumer, la sortie française de ce film dans sa version intégrale s'est produite 4 ans après sa sortie australienne. Et moi, je l'ai vu 3 ans encore après, en 86, dans cette MJC. Alors que la première photo que j'ai vue, c'était en 1980, j'avais 10 ans. Ouais, tu te rends compte, 6 ans à attendre. Ouais, en même temps, vu l'âge que t'avais, sans jouer le casse-couille, t'étais pas forcément prêt. Hein. Ouais, sans doute, mais t'imagines quand même, 6 ans. Et je me rappelle comme si c'était hier, hein, quand j'ai vu la photo, là, je me suis dit, waouh, c'est quoi ce film? Alors pendant toutes ces années, avec toutes ces histoires de censure, tu penses bien que des légendes ont fleuri autour du film. Et après, ça m'est resté. Que la version intégrale, elle était pas si intégrale que ça, qu'il manquait des plans insoutenables. Bah oui, avec ces cascadeurs là, qui sont morts pendant le tournage. Ouais, bon bah ça, typiquement. C'est une légende urbaine, c'est complètement faux. Donc tu vois comment tout ça a travaillé le cerveau de tout plein de gens. Et je vois ça, ouais. Alors c'est marrant quand même parce que moi quand je regardais les photos, le 2 me paraissait plus violent. Ah non mais tu peux pas t'en empêcher, hein. On peut rester sur ce film, arrêter de comparer avec ses suites. Parce que là moi j'ai qu'une envie, hein, c'est de le voir. Ah bah au moins on a réussi à te faire saliver. Allez mon petit Bernie, on voit la bobine. Bernie, non mais ça y est, ça recommence. Revenons donc à notre palais de justice en ruine avec ce panneau stop au premier plan. Devant cette image intrigante, notre cerveau de spectateur se demande légitimement où et quand on peut bien être. Eh bien, la réponse ne se fait pas attendre. Alors vous avez vu l'inscription quelques années dans le futur, c'est quand même très laconique. Ah oui là, on peut imaginer ce qu'on veut. Exactement. Eh ben ça c'est le genre de petits détails que j'aime, hein. C'est quand le film te laisse un peu d'espace pour l'imagination. Et dans ma tête, qu'est-ce que je me suis dit? C'est que là, on était après la 3e guerre mondiale, mais avant la bombe nucléaire. Elle n'a pas encore explosé, mais c'est quasiment la fin du monde. Et puis l'après... Ah oui, t'excite pas, garde ton imagination bien au chaud, comme ça, au passage, ça nous fera de la place pour la nôtre. Oui, alors en tout cas, si chacun ira de sa théorie pour imaginer où l'action se déroule et ce qui a bien pu se passer auparavant, ce qui est clair, c'est qu'on est ici plongé dans une société au bord du gouffre et où ça sent la mort. Une justice qui ne semble plus qu'un lointain souvenir, les débris d'un accident éparpillés sur une route déserte. Ah bah c'est une tête de mort ça. Et une tête de mort, exactement. Et on termine avec un panneau sur lequel on peut lire « La route de l'anarchie ». Donc, concentré en quelques secondes, on a eu droit à une série d'éléments qui construisent instantanément l'idée qu'on est plongé dans un monde sans foi ni loi où rôde la mort. Alors maintenant que vous avez tous les plans sous les yeux, vous remarquez pas quelque chose? Eh ben le jour, il s'est levé. Eh oui, du palais de justice à la route de l'anarchie, on passe graduellement de la nuit au jour. Des ténèbres à la lumière, comme si on se réveillait dans ce nouveau monde. Et autre chose, grâce à l'utilisation des fondus enchaînés, vous voyez avec quelle fluidité les plans se succèdent, on a l'illusion qu'il s'agit d'un seul et unique mouvement de caméra. Alors le temps s'écoule, on se déplace, mais pourtant il y a quelque chose d'étrange, une sensation d'inertie. Et oui, tous ces mouvements masquent le fait que sur ces 3 plans, on passe simplement d'une route à une autre. Il n'y a pas de réelle avancée. Alors d'accord, dans l'une il y a un accident et dans l'autre une voiture. Mais avouez que le cadre reste identique. Si avancée il y a, on reste néanmoins toujours dans le même décor avec son étendue désertique. Mais dans la transition, il y a un effet subtil. Regardez ce zoom sur le premier plan. D'une certaine façon, il cherche à nous emmener au bout de la route, vers l'horizon. Mais dans sa course, le gros plan de la chaussée vient remplir entièrement le cadre, comme si un mur se dressait pour stopper notre avancée. Et que se passe-t-il ensuite? Eh bien, plaqué face contre bitume, on redresse la tête pour réaliser qu'on est revenu sur une route qui s'étire vers un même horizon désertique. Dit autrement, on est passé de ce plan à ce plan en se cognant au mur du macadam et de sa tête de mort, avec l'illusion de s'élancer dans un décor qui au final reste le même. Si vous cherchez à vous échapper de ce monde, sachez que la route ne vous réserve que mort et désolation et que dans tous les cas, vous n'accéderez qu'aux mêmes étendues désertiques. Voilà donc ce que ce montage pourrait essayer de nous dire. Appréciez donc comment seulement 4 plans en apparence simples réussissent par leur contenu et leur montage à décrire les bases d'un univers, par les éléments intrinsèques de chacune des images qui nous indiquent les aspects mortifères, justice en ruine, accident, tête de mort, l'anarchie, aucune âme qui vive, et par le montage qui lui insuffle cette sensation de vouloir s'échapper mais de n'avancer nulle part. Bienvenue dans le cauchemar d'un monde où toute évasion est illusoire. Un monde où la route, bien loin d'être synonyme de liberté, ne réserve de façon implacable que désolation.
Bienvenue dans le monde de Mad Max, où il sera donc question de justice, de route et de mort. L'action peut commencer. Alors les copains, vous avez vu ça? Quoi? Bah ce début de film là. Bah oui. Et bah ça c'est ce que j'appelle planter le décor. C'est court, c'est clair, c'est efficace. Allez, prenez-en de la graine hein, pour les prochaines. Ouais, bon, bah merci du conseil. Alors, reprenons. Alors vous avez entendu, avec cette opératrice de police qui signale une poursuite de pure routine, on sent qu'il se passe déjà quelque chose. Par ailleurs, grâce à cette voix radio, on devine instantanément que cette voiture jaune surmontée de 2 gyrophares avec écrit en gros « poursuite » ne peut être qu'une voiture de police. Continuons. Alors, après s'être cogné contre ce macadam et sa tête de mort quelques secondes plus tôt, rebolote. On passe sans transition de ce plan large ouvert sur l'horizon à ce bloc de béton recouvert de graffiti en pleine face. Et vous avez entendu? Au même instant, une deuxième voix radio fait son apparition. Un homme qui n'a pas du tout le calme de l'opératrice et qui tire la sonnette d'alarme. On a besoin de renfort. Continuons. La caméra s'élève, s'accroche à une jambe et vient cadrer ce personnage tout de cuir vêtu, fusil à l'épaule, qui émet un petit râle de plaisir. Alors devant cette image, on se retrouve bombardé de questions. Qui est-il? Que vise-t-il? Quel rapport avec les voix radio? Malgré son allure, serait-il de la police? Et pour quelle raison semble-t-il prendre autant de plaisir? Eh bien, attention, surprise garantie au plan suivant. Ah oui, ça surprend. Mais c'est pas des exhibitionnistes, hein. C'est que c'est la fin du monde. Alors la planète, faut bien la repeupler, et du coup, ils font ça n'importe où, comme des lapins. Bah, c'est quoi cette histoire là encore? Mais c'est pas ça le problème. Le problème c'est le flic là, c'est un gros vicelard, et c'est ça qui dérange. Alors impudeur ou voyeurisme débridé, dans tous les cas, à ce moment précis, on se demande vraiment dans quel monde on a plongé. Bah, c'est quoi ces panards maintenant là? Décidément, depuis le début, chaque plan nous réserve une surprise et nous intrigue. Mais là, tu vas voir, certaines choses vont s'éclaircir. Big Bopper, got you here. What's going down? Ah d'accord, en fait c'est bien les poulets là. Alors déjà que ce monde ne semblait pas très engageant, mais là, on en rajoute une couche avec ces flics un peu bizarres. Donc voilà, cette communication radio qu'on entendait depuis le début se raccorde enfin avec l'image et nous permet de comprendre que notre voyeur, Le gros vicelard. et son coéquipier sont bien de la police. Maintenant, écoutez la suite, on va comprendre ce qui les anime. We got a cop killer. You're kidding. Tueur de flics. Vous avez vu comment ces mots font mouche? Il y a soudainement urgence. Il faut protéger son clan, se venger. Et la séquence se termine avec notre voyeur frustré, mais qui, l'instant d'après, s'amuse à voir cet innocent couple prendre la fuite. Et vous avez vu, ils courent comme des lapins. Non, mais arrête avec tes histoires de lapin là, on dirait que t'es plus sadique que ce poulet. Ah, c'est clair, hein, ces policiers ne brillent pas par leur volonté à protéger la population et encore moins à respecter la loi. Non, ce qui les caractérise, ce sont oisiveté et voyeurisme. Et si pour les extirper de leur occupation, il leur faut un appel à la vengeance, eh bien on sent leur degré d'impulsivité primaire. Alors, ce début de film. Le moins qu'on puisse dire, c'est que ça va vite, que chaque plan est conçu à la fois pour exprimer une idée et nous surprendre. On découvre tout en étant dans l'interrogation, et de fait, notre curiosité est attisée. Au final, en seulement 50 secondes, grâce à son montage, il réussit à distiller une somme conséquente d'informations qui brossent les grandes lignes de l'univers de Mad Max. Une justice absente, des étendues désertiques, une route sans issue et mortelle, une police frustrée confrontée à une bureaucratie, et des flics cédant à des pulsions primaires de voyeurisme et de vengeance. 50 secondes qui nous font descendre bien bas dans un monde en plein déclin civilisationnel et qui nous prévient que la sauvagerie est au bout de la route. Séquence suivante. Un panneau avertisseur. Route hautement fatale. 57 personnes tuées. Après la tête de mort, nous voilà prévenus une nouvelle fois. Tel un champ de bataille, la route compte ses victimes. La caméra panote et fait rentrer dans le champ une voiture, au loin, capot ouvert et un nouveau personnage.
Ah, voiture jaune, cuir noir, ça c'est du poulet. Ah oui, c'est une façon de reconnaître les policiers. Et c'est un Whistler lui aussi? Et non, lui, il est pas comme les autres. Ah bah alors, c'est lui Mad Max? Réponse au prochain épisode pour une course-poursuite exemplaire qui, à mon sens, n'a pas pris une ride. Déjà? D'autant plus que c'est un bijou en matière d'ouverture de film pour présenter personnages, intrigues et les thématiques qui seront plus tard développées. T'es sûr que c'est la fin là? On vient à peine de commencer le film. Ah oui, ça je suis sûr. C'était l'épisode de mise en bouche. Bah, d'ailleurs, c'est ce que tu voulais. Ouais, mais là maintenant, va falloir poireauter, ça, c'est dur. En attendant, likez, partagez, commentez, abonnez-vous et si vous voulez soutenir la chaîne, un lien Tipeee se trouve dans la description. Et rendez-vous service, écoutez pas toutes les conneries qu'on vous raconte. Les meilleurs films, c'est ton cœur qui te l'a dit. Et j'ai toujours mon classeur là. Et vous voulez savoir la toute première photo que j'ai eue du film? Bah oui, je me rappelle, c'est quand la voiture traverse la caravane. Et elle est incroyable, hein. Mais je sais pas pourquoi, j'étais persuadé que c'était à la fin du film. Alors que non, c'est au début. Oui, elle est dans la course-poursuite du début. Ouais ben, je sais pas si t'es au courant, mais il y en a qui n'ont pas encore vu. Oui, je sais, mais t'inquiète pas, on verra ça au prochain épisode. Ouais. Mais les copains, je me disais là, on est encore tous les trois là. Bah oui, faut croire. Bah du coup, si on est toujours là, bah, peut-être qu'on peut voir la suite du film. Ah non, on va pas commencer à regarder la suite du film alors que le générique de fin est passé. Ça serait le bazar total, les gens vont plus rien comprendre. Ah mais c'est terrible d'attendre. Bah, tu crois que j'ai fait quoi moi pendant toutes ces années? J'ai attendu. Et toi t'as presque rien à attendre. Le prochain épisode c'est pour bientôt. Ouais bon d'accord, mais en attendant, il y a du temps qui passe là et on n'en profite pas, c'est con. Bah, et qui te dit qu'on n'en profite pas là? Bah si tu veux, je te prête mon classeur. Bah et qu'est-ce que tu veux que j'en fasse? Eh bah tu fais ce qu'il a fait pendant des années. Tu le feuillettes et t'imagines.